Grégoire Favet. Et on va continuer de parler de cet environnement macroéconomique, politique aux États-Unis, en zone euro, dans les émergents, avec Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour Monsieur Saint-Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve une fois par mois pour faire le point. Si on commence sur la zone euro, on a le sentiment que le mois de juin va être long, voire très long. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que la réponse qui est en train de se préparer, on a plusieurs éléments qui commencent à fuiter, donc sur une union bancaire, on a le sentiment que là, il y a peut-être un saut qualitatif qui est sur le point d'être fait. Est-ce que cette réponse qui pourrait être apportée serait de nature différente des réponses précédentes et serait peut-être plus nourrissante pour les marchés, les investisseurs? J'ai un petit peu de mal à être optimiste sur le sujet et j'entendais l'interlocuteur précédent. Je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui essaient de faire du trading à court terme sur les marchés en ce moment. Je pense que c'est pas bon pour l'estomac. J'ai l'impression que l'analyse reste à peu près la même et on arrive, quand on fait cette analyse, à la conclusion que le 27 au 28 juin, il est assez improbable que d'un seul coup tous les problèmes soient résolus. Le problème de déficit des paiements courants, qui est le problème clé lié au problème de compétitivité, on va le résoudre d'ici là. Le problème de sous-capitalisation du secteur bancaire, on ne va pas le résoudre non plus en un mois. Et puis il reste le problème de capacité de se financer des pays. On voit l'Espagne qui prétend pouvoir continuer de se financer, c'est de plus en plus cher. Alors ça, c'est tout un ajustement fiscal de réduction des dépenses publiques, et ça, même chose, ça va prendre beaucoup de temps. Donc notre analyse, vous le savez, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de l'année, c'est d'espérer, en tout cas quand on est européen, que les pouvoirs publics comme la Banque Centrale Européenne, éventuellement quelques pays comme l'Allemagne, arrivent à donner suffisamment de temps aux pays pour faire leurs ajustements, de telle manière que ces pays soient encouragés à le faire. Et donc on peut espérer que fin juin, de nouveau, un petit peu de temps sera donné pour ces pays à ce qu'ils fassent leurs ajustements. Ça sera loin d'être une solution globale. Ouais, on a quand même Est-ce que vous avez le sentiment, on est dans... Alors, si on prend le reste, on a le scénario qu'on redoutait, qu'on attendait, qu'on craignait, c'est-à-dire une contamination peu à peu au reste du monde. La situation économique en zone euro qui s'enlise commence à toucher les États-Unis, toucher les émergents. Est-ce que c'est déjà l'analyse que vous faites? Et est-ce que vous êtes surpris par la rapidité ou non de cette contagion? Présenter les choses sous la forme d'une contagion, je ne suis pas sûr que ça capture toute la réalité. Les chiffres mauvais des États-Unis qu'on a eu à la fin de la semaine dernière, c'est pas tant une contagion qu'un ralentissement du consommateur américain. Et d'ailleurs, c'était un des sujets qu'on avait anticipé ensemble il y a 3 mois et qui finalement se produit. Donc c'est plutôt le contre-coup des restructurations très en profondeur qui ont eu lieu aux États-Unis, les entreprises qui ont rationalisé leur bilan, réduit leurs effectifs, réduit les salaires. Et donc forcément, la conclusion, c'est que le revenu disponible aux États-Unis ne croît plus et donc la consommation commence à baisser. Et le chômage lui-même en pâtit. Ça, c'est une problématique qui n'est pas une problématique de contagion. Donc c'est quelque chose qu'on craignait. C'était une des raisons pour lesquelles nous, on s'était positionné de manière très, très prudente. On peut imaginer que dès lors que les investisseurs, le marché, n'auront plus cette illusion que les États-Unis sont capables d'avoir une croissance de 2,5-3% tirée par la consommation, alors même que les revenus ne croissent plus, à partir de là, on peut penser que les marchés vont trouver un équilibre à peu près correct. Et il est vrai que sur ce critère-là, nous, on serait un petit peu tentés, si c'était le cas, de réduire un petit peu les positions de couverture qu'on avait en place, dans la mesure où le marché ne se ferait plus d'illusions sur ce qu'est la croissance américaine. Très concrètement, est-ce que ça s'applique également à la zone euro? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le marché intègre tous les stress qui nous entourent et que du coup peut-être que le potentiel de bonnes nouvelles est en train de grandir devant nous et qu'il est peut-être temps justement de reprendre du risque? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui chez Carmignac? Et puis, question très concrète, vous êtes connu entre autres pour être un gros acheteur de Bund et ce depuis un bon moment déjà, et les marchés vous donnent jusqu'à présent raison. Quand vous voyez le taux à 10 ans allemand revenir à 1,12% et des poussières la semaine dernière, est-ce que la réflexion autour d'un allègement de vos positions sur la dette allemande commence à s'accélérer un peu? Oui, clairement. Clairement, c'est tout l'avantage d'avoir un regard global, c'est qu'effectivement, le fait qu'on ait utilisé les Bund allemands
comme outil de protection, mais parmi d'autres, aux côtés des treasuries américains, aux côtés du dollar, aux côtés des expositions actions par pays, aux côtés de la construction de portefeuille. Donc parmi tous ces outils, il est clair qu'on a bien profité de la baisse des taux allemands. Je me souviens encore quand ils étaient à 2% et qu'on entendait la remarque en disant quand même 2%, c'est... Ils étaient les premiers à vous la faire, mais bien sûr. Voilà. Mais et donc c'est vrai qu'au niveau actuel, il y a peut-être mieux à faire que de continuer à être très exposé à la baisse des taux allemands. Et donc ça fait partie des outils de gestion du risque sur lesquels on est en train de refaire quelques rééquilibrages pour plutôt en favoriser d'autres. Mais c'est de la gestion, je dirais, à l'intérieur d'une tendance. Le point clé, c'est ce qu'on discutait il y a 2 minutes, c'est bien être lucide sur les tendances de moyen terme. Et là-dessus, on construit les portefeuilles. Je regardais il y a quelques jours la performance de nos fonds sur les 5 premiers mois de l'année, qui est honorable. Eh bien, cette performance, elle est davantage due à la construction de portefeuilles qu'aux gestions des couvertures. La clé, c'est vraiment de se dire, est-ce que cette crise européenne est en train de faire dérailler le monde entier ? Et auquel cas, il y a une espèce de corrélation, tout va dans le même sens, ou y a-t-il, avec une gestion globale, possibilité d'aller chercher des moteurs de performance sans être complètement hypnotisé par la crise européenne ? Et pour l'instant, c'est notre sentiment. C'est notre sentiment, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de générer de la performance en se couvrant des risques de marché de manière relativement tactique, mais en continuant de manière stratégique à être positionné sur la consommation en Chine, sur les exportations technologiques aux États-Unis, etc. Ce ne sont pas les couvertures qui font la performance. Il contribue peut-être à hauteur du tiers depuis le début de l'année, pas plus. La construction du portefeuille, c'est ça sur le moyen terme qui fait la clé. Et probablement l'un des risques pour certains investisseurs aujourd'hui, c'est véritablement de raccourcir complètement leur horizon de réflexion et d'axer leur stratégie d'investissement sur une hypothèse de la réunion de fin juin. Et je pense que ça, c'est une approche assez dangereuse. Juste un mot peut-être aussi au passage sur le 10 ans français. Alors, vous avez aussi, c'était presque une forme de coup marketing, mais il y avait eu dans une plaquette de Carmignac, voilà, fonds sans OAT, OAT free. Comme il y a les produits sugar free, il y avait les fonds OAT free de Carmignac. Est-ce que, au vu du rallye qu'on a connu sur la dette française, peut-être encore plus important que le rallye qu'on a eu sur la dette allemande ces dernières semaines, comment est-ce que vous expliquez la divergence d'appréciation entre votre point de vue chez Carmignac et celui du marché aujourd'hui ? Non, on n'a jamais fait un coup de marketing sur quoi que ce soit. On a simplement, en toute transparence... Signalé. Oui, mais c'est vraiment que ça. Si on nous a posé la question, est-ce que vous êtes investi dans des émissions obligataires d'État européennes autres qu'allemandes, la réponse était non, tout simplement. Et la réponse aujourd'hui continue d'être non, c'est-à-dire que autant, comme on l'a dit il y a quelques secondes, il nous semble qu'effectivement la position sur les Bund allemands aujourd'hui commence à être très chère et difficile à se justifier autant que par le passé. Pour autant, il y a mieux à faire dans une gestion globale qu'à être rémunéré de 0,5% sur 10 ans sur des OAT françaises. Donc c'est pas une défiance du tout, c'est simplement que sur une gestion globale, le rapport risque-performance n'est pas particulièrement attrayant sur les OAT. C'est simplement ça. Mais vous avez été surpris par le mouvement de marché sur l'OAT. C'est quoi ? C'est un épiphénomène, une parenthèse, ou est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental selon vous ? Non, on n'a pas une vision négative sur les OAT, donc qu'il y ait un rebond de court terme, grand bien lui fasse. On a simplement, de notre avis, des opportunités d'investissement qui sont plus lisibles. Ce que vous citez, c'est l'illustration exacte de ce que je citais avant, à savoir avoir tendance à être très impressionné, essayer de trouver une justification à un mouvement de marché, alors que vous êtes sur des phénomènes avec peu de liquidité, des marchés qui sont des transferts de liquidité, et donc dont on explique beaucoup les mouvements, non pas par les fondamentaux économiques, mais par des sentiments. Des sentiments de marché. On n'a pas trop envie de se laisser brouiller par ce genre de signaux et plutôt rester sur des visions moyen terme. Un mot peut-être des banques centrales pour finir. Alors on a parlé de la Banque centrale européenne rapidement. On connaît la position de Carmignac là aussi sur la politique à mener en zone euro. On aura la réunion de mercredi. On aura le discours de Ben Bernanke. Là aussi, est-ce que vous avez le sentiment que les banques centrales vont être obligées, contraintes à nouveau, de reprendre la barre ?
part? Est-ce que vous attendez des actions coordonnées là, de banque centrale? Est-ce que ça fait partie de vos hypothèses, ou est-ce que c'est d'abord le politique pur qui agira? Alors sur ce sujet-là, on est assez convaincu, comme vous le dites, que tôt ou tard, effectivement, il faudra que les banques centrales européennes fassent partie d'un effort bien plus considérable pour constituer une solution. Le problème, c'est qu'on est rentré dans une phase de négociation extrêmement dure. Alors négociation, c'est une bonne nouvelle. La rupture des négociations serait une mauvaise nouvelle. Donc très bien, sauf qu'il faut bien être conscient du fait que ni du point de vue de la BCE, ni du point de vue de l'Allemagne en tant que pays, et principal contributeur au fonds de sauvetage européen, il faut s'attendre à une sorte de reddition en race campagne. En disant, volte-face comme ça de l'Allemagne est impossible à imaginer. C'est pas comme ça qu'on mène une négociation, donc je ne m'attends pas à ce qu'il l'amène de cette façon-là. Donc bien se rendre compte que cette résolution par la négociation est quelque chose qui ne va pas satisfaire les marchés du jour au lendemain, par définition, pratiquement. Mais j'ajoute vraiment, c'est clé quand on est un investisseur global, le fait de se dire qu'une négociation, aussi difficile soit-elle, tant qu'elle existe, elle permet de raisonner globalement et ne pas être dans une situation où un accident financier majeur en zone euro balayerait toute considération fondamentale dans les univers géographiques loin de l'Europe et par conséquent rendrait une gestion globale moins pertinente. Tant que la négociation existe, fût-elle pénible, difficile pour les nerfs, elle permet de continuer de gérer globalement et donc de générer une performance raisonnable. Merci beaucoup Didier Saint-Georges d'avoir été avec nous, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion sur BFM Business. Bientôt 16h, les marchés qui rebondissent mais qui réduisent quand même très nettement leurs gains. On voit le CAC 40 qui a divisé ses gains par 2, plus 0,7%, et le DAX à Francfort qui cède 1% cet après-midi.